Nouvel article Competitive Innovation pour cette semaine. Une autre semaine dans Nephilim et un autre ensemble très diversifié d'armées les plus performantes dont nous pouvons parler. De nombreuses superstars de Nephilim et quelques vieux favoris sont présents. Mais un coup d'œil aux résultats montre aussi la première grande semaine de succès des Aeldari avec le nouveau pack de missions, ce qui suggère que les joueurs sont maintenant mieux adaptés à la façon de construire pour leur secondaire. Pendant ce temps, les Necrons n'ont pas dominé autant que la semaine dernière, ce qui suggère peut-être que les joueurs ont commencé à s'adapter à leur plan de jeu, ainsi qu'une augmentation de certaines des armées qui peuvent les battre malgré leur secondaire exceptionnel. En parlant de secondaire, si vous ne l'avez pas encore fait, jetez un coup d'œil au résumé de Rob de lundi sur les statistiques de la Warzone Nephilim. Les Sœurs et les Necrons semblent être aussi forts qu'ils en avaient l'air, tandis que certaines des autres factions sont un peu à la traîne, et auront probablement besoin d'un peu d'ajustement lors de la prochaine édition de la fiche d'équilibre. Nous continuerons bien sûr à examiner les statistiques et les performances des joueurs au fur et à mesure de la saison. Il n'y a pas de pénurie d'événements pour les tirer, les gens semblent avoir plus faim que jamais pour le 40K compétitif, et 11 tournois massifs ont eu lieu ce week-end. Cela signifie qu'il s'agit d'un autre tournoi en 2 parties cette semaine. D'ailleurs, justement, j'ai fait une vidéo sur l'article qui discute des secondaires de factions, donc n'hésitez pas, je vous la mets en fiche. Donc aujourd'hui, on va parler du Palm Spring Open 40K GT by Dice Summer à Major. Ensuite, il y aura The Beast in the East Midland, DZTV GT and Factorum de juillet, RobCon 2022, 44 GT TG Café and Game. Et donc, dans le prochain article de vendredi, on aura North and South GT, W4 GT, Shanken City Slugfest, High Noon Showdown, The Grand Battery et Armed Force Day GT. Let's go, c'est parti. Donc nous parlons de Palm Spring Open 40K GT by Dice Summer. 94 joueurs, 10 rounds, ça se déroulait aux US. En finale, nous avons un Craft World contre un Blood Angel et c'est un Craft World Inari. Alors la mission c'est Abandoned Sanctuaries, on a une petite note... Oui non, ça c'est pour expliquer la liste globalement. Alors donc nous avons un bataillon Inari, Strange from Death. En nos slots, nous retrouvons une unité de 3 Warlocks Skyrunner avec Protect, Jinx et Quicken Restrain. En QG, nous avons un Farseer à pied avec Ghost Wall, Focus Wheel, Seer of the Shifting Vector, en seigneur de guerre. Ensuite, on a un Shadowseer avec Mirror of Mine, Shard of Light. Et on a Linkarn. C'est une figurine qui est très agréable à jouer, qui est vraiment spectaculaire, en plus d'être belle. Donc n'hésitez pas les Inari, j'aime beaucoup les listes avec Linkarn, et en même temps, avoir une bête comme Linkarn qui pop de ci, de là. Bref, en troupe, on a une unité de 5 Cabalites, 2 x 5 Rangers. En élite, nous retrouvons une unité de Howling Banshee avec Mirror Sword et Piercing Strike pour le plus 1 dégât. Une unité de 5 Scorpions avec Beating Blade et la Crushing Blow. Et on retrouve un Warlock à pied avec Humbolden Horrify. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 3 Shroud Runner avec des skaters laser. En soutien, nous avons un Falcon en skater laser et catapulte shuriken jumelé, ainsi que 3 armes de soutien en des canons. Du côté des volants, on a un Hemlock of Race Fighter avec 2 Storm of Whisper et un Void Raven Bomber avec ses Void Raven missiles et ses 2 lances du vide. En support auxiliaire, nous retrouvons un Baharot en QG. Du côté du joueur Blood Angel, il joue Successeur. Alors ça, c'est extrêmement rare parce que les Blood Angel... Ah, il joue Inheritor pour aller chercher le Red Scorpion. D'accord, ok. Ah, c'est malin ça. Ça, c'est très malin. Parce que en fait, quand vous êtes Successeur, du coup, les traits de chapitre des Blood Angel, c'est quand même... Enfin, quand vous faites Advance Charge, vous avez plus 1. Et lorsque vous avez chargé, vous avez plus 1 pour blesser. Ce qui est insane en termes de traits de chapitre. Ils ont une super doctrine qui est un peu moins bien quand ils sont en doctrine d'assaut, ils ont plus une attaque. Bon, ça reste bien pour apporter beaucoup de saturation. Mais du coup, il y a des choses en Red Scorpion qui permettent... Alors là, j'ai pas vu la liste. Je pense qu'il va y avoir le Psyker Red Scorpion, je crois que c'est Séverine Lott qui s'appelle, pour avoir une full reroll des jets pour blesser contre les unités Psyker. Et ça, c'est très tricky, parce que quand on regarde les tops armées, on a du Thousand Sun, c'est full Psyker. On a les Grey Knight, c'est full Psyker. Donc si en plus dans la liste Blood Angel on joue pas de Psyker, on pourrait prendre potentiellement Abhor the Witch, mais là va, je pense, y avoir un Psyker qui est justement Séverine Lott. De l'autre côté, on a, côté Tyrannide, le Hive Tyran, c'est Psyker. Le Malceptor, c'est Psyker. Les Zoanthropes, c'est Psyker. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans la Death Guard, on a le Mortarion, qui est Psyker. Bon, même si en mêlée, il nous empêche la full reroll bless, souvent avec son
un de ses traits de compagnie, ça marche aussi au tir. Donc si on a une petite unité assez costaude pour aller chercher du tir assez vénère, on peut avoir une full reroll. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Magnus, mais bon, j'ai déjà parlé des Thousand Sons. Et en général aussi dans tout ce qui est Chaos Space Marine, les princes démons en général, bon en dehors de Khorne je suppose, sont des psycheurs. Donc on peut voir quand même qu'entre certaines armées, on a des unités clés qui sont plutôt solides, où la full reroll bless devient très intéressante. Donc on va voir si cette liste d'armées me donne tort. Donc on est sur un bataillon, alors Inheritor of the Primarch, ça permet de garder les traits du chapitre Blood Angel, mais on s'enlève les personnages nommés, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre Dante. On peut pas mettre Sanguinor, on peut pas mettre Astorath, etc. Mais au moins on garde le plus 1 charge et le plus 1 pour blesser. Et on part en Red Scorpion. Alors, on a en Ocelot des agents, des agents de l'Imperium, les Voicemen at Arms, qui sert principalement, parce que déjà c'est une unité, bon, c'est de l'élite, hein, c'est pas de la troupe, donc c'est pas du tout super OP, mais c'est une unité pour 40 points qui vont tenir votre objectif, où vous allez pouvoir poser une bannière, ou tout simplement screen votre arrière-cour avec 5 pimpins, où vous mettez précisément à 2 pouces les uns des autres pour former toute une ligne et empêcher les FEP. En QG, alors on a les 2 personnages Red Scorpion, c'est-à-dire on a Kazan Sebius qui est le maître de chapitre, qui va donner donc une full reroll touche parce que Chapter Master, mais surtout il peut buffer aussi une unité pour leur donner plus une attaque. Donc quand on commence à combiner avec le prêtre sanguinien, Doctrine d'assaut plus une attaque, Kazan Sebius plus une attaque, sur des mecs qui de base ont 3 attaques à la charge, 4 plus 2, 6, commence à avoir une chier de dés. Ensuite on a donc après 2 plus, pas besoin de mettre de trait de seigneur de guerre. Et ça nous coûte pas de points de com, ces 2 personnages-là. Donc en fait, on a un personnage qui donne une full reroll touche, qui est pas trop cher, etc., qui est plutôt costaud, et qui nous prend pas de points de commandement. Et ça, c'est très important en Blood Angel, parce qu'il y a certains stratagèmes qu'on va devoir utiliser régulièrement pour aller scorer des points de victoire, pour mettre des unités en frappe en profondeur pour qu'elles reviennent à l'étape de renfort un autre tour, etc., etc. Donc on a le Sanguinary Priest ensuite avec le trait Soul Warden, qui est le trait qui donne une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles à 6 pouces autour de lui. Il a Started Swarm, ok, il l'a upgrade en chef apothicaire, il a le Jump Pack, il lui a mis le Selfless Healer, c'est lui qui est Warlord d'ailleurs, le Selfless Healer pour justement pouvoir soigner 2 fois des unités à 3 PV flat au lieu de D3, et surtout pour 0 point de com, ressusciter une unité Infantry Biker il me semble. Ensuite, il a pris l'Angel Exemplar, bon ça c'est pour mettre le Soul Warden. En relique, il lui a mis l'armure d'Indomitus. Donc ça en ce moment c'est quelque chose qu'on commence à voir avec le Sanguinary Priest, qui est assez intéressant. Car vous avez le stratagème qui est Angel Sacrifice, il me semble. Où pour 1 ou 2 PC, vous allez obliger votre adversaire, si votre personnage est à portée d'engagement, à devoir être ciblé. Et à ce moment-là, c'est là où vous claquez la capacité de l'armure d'Indomitus pour avoir une invulnérable à 3+. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a Severin Lot, donc le Psyker. Il lui a mis quoi? Donc là, il lui a mis les pouvoirs Blood Angel, donc Quickening, Unleash Rage et Wings of Sanguinius. Donc ça, c'est pour que lui puisse se déplacer. C'est intéressant avec Severin Lot, la Wing of Sanguinius. Et l'Unleash Rage et le Quickening. Bon, le Quickening, c'est un personnage que je trouve en mêlée meilleur que Kazan Sebius. Donc déjà, c'est une arme qui est de mémoire force plus 2, PA-2 ou -3, mais surtout dégâts 3 flat. Lorsque vous allez faire un 6 pour blesser, vous allez infliger une mortelle en plus. Il est même plus fort que son maître de chapitre, entre guillemets, dans le sens où son maître de chapitre, c'est des dégâts D3. Voilà. Et contre les monstres et les véhicules de mémoire, il fait force x2 au lieu de plus 2, bref, quelque chose comme ça. En fait, Severin Lot, il déconne 0 au CAC. Donc je trouve le build de Blood Angel très intéressant. Bon, en troupe, on a Assaut, un Intercessor Squad, une Incursor, une Infiltrator, il a pas mis de gantelet Helix, ok. Ensuite, on a une unité donc de Death Company, alors il en a combien? Il en a 1, 2, 3... 7, 8, 9, 10, donc il a 10, une unité de 10 avec seulement 3 Thunderhammer, tout le reste en Ball Pistol et Chainsword. Ensuite il a une deuxième, oula il a beaucoup de Death Company, donc je pense que dans ses objectifs il va aller chercher justement l'objectif où il marque des points quand il détruit je crois des unités avec des unités qui ont le mot-clé Death Company, donc c'est intéressant. Donc en Death Company, donc la deuxième unité de Death Company il en a 5 avec full pistolet inferno et des épées énergétiques. Sauf un qui a une Astartes Chainsword, je pense qu'il lui manquait des points, c'est pour ça. Ensuite, on a une autre unité de 5 Death Company avec 3 Thunderhammer, et puis le reste en Ball Pistol et Chainsword. On retrouve les 3x7, je présume, 6, 7, 6, 7, 6, là peut-être 6, 6, 7, ouais. 3 unités de 7, non pardon, 2 unités de 7 et une unité de 6, tout en Sword et en Bolter Angelus. Et enfin, en transport dédié, on a un Land Speeder Storm.
Très intéressant en tout cas de passer en successeur là-dessus. L'arc du metagame est long et se courbe inévitablement vers les plans à Eldari. Je suis sûr que tout le monde est ravi de cela. Ce n'est pas la première fois que cette construction d'Inari apparaît. Mais cette semaine, des versions de cette liste ont vraiment fait un tabac, en se retrouvant dans 2 jeux de table, dont celui-ci, lors du plus grand événement de la semaine. Le point fort de cette liste est qu'elle utilise les options de construction d'armée d'Inari et sa discipline psychique unique pour offrir un nombre inhabituellement élevé de moyens de déverser des mortels à effet de zone sur l'ennemi, ainsi que de nombreuses mortelles ciblées. Le Void Raven peut lâcher sa bombe, tandis que le Hemlock peut déchaîner Storm of Whisper sur tout un tas d'unités depuis sa gigantesque base. Et tous deux peuvent le faire au premier tour sans que l'adversaire puisse faire grand chose pour l'arrêter. De plus, le fait d'avoir une sauvegarde invulnérable de 4+, sur le Hemlock via le bouclier d'Inéad la rend extrêmement résistante. Tandis que le Void Raven peut s'envoler hors du plateau et lâcher sa mine en chemin. Donc les représailles subies ne seront pas toujours massives. Un adversaire malchanceux qui compte sur des personnages buffés clés pourrait se retrouver à les manquer dès le départ, ce qui est loin d'être idéal, et la grosse bulle de -2 au commandement du Hemlock pourrait ajouter de l'attrition supplémentaire à toute unité qui perd des figurines. Au-delà de cette grosse frappe alpha, les adversaires ont un tas d'autres effets mortels avec des grenades à fil, avec les coureurs de linceul également disponibles pour dégommer les personnages ennemis qui survivent à l'assaut initial avec une seule blessure en utilisant un dé de brin, donc de destin. Tout un tas d'équivalents de smite des différents lanceurs ou de la crème de cendre des Banshee. Pendant que l'adversaire s'occupe de toutes ces bêtises. Le plan de la liste semble être de s'approcher d'un objectif qui a été nommé pour la voie cachée et de menacer de punitions horribles quiconque essaierait de s'en emparer. Si l'adversaire tire dessus trop tard dans la phase, Linkarn peut simplement apparaître et continuer sa prise. Et même si une charge peut réussir à le voler temporairement, les coupables vont presque certainement faire un voyage sans retour vers l'oubli via un mélange de mortels, d'épées crone et de tirs de décanons. Barroth, astucieusement introduit par un soutien auxiliaire, peut également se cacher derrière Linkarn pour verrouiller une prise via l'objectif sécurisé à des moments clés. La principale faiblesse de la liste est qu'elle n'a pas beaucoup d'unités et que beaucoup d'entre elles sont assez fragiles. Donc si l'adversaire peut résister à la tempête mortelle initiale avec suffisamment de matériel pour essayer de faire sortir l'armée de la table, alors elle pourrait avoir des problèmes. Les Blood Angels font partie des armées pour lesquelles c'est un problème potentiel. Ils n'aiment pas qu'on leur envoie beaucoup de mortels et ont des personnages buffs qu'il serait assez difficile de perdre. Mais c'est aussi une armée remplie d'unités volantes, rapides, qui vont frapper à mort tout ce qu'elles touchent. Cette liste de Blood Angel est particulièrement solide à cet égard, avec une abondante compagnie de la mort qui menace de faire des choses extrêmement désagréables aux unités du milieu de table. L'ajout de Severin Lots signifie également que des choses désagréables vont arriver au Hemlock dès que possible, car elle a peu de chances de survivre à un choc avec des relances de blessures complètes. Ce que les Blood Angels veulent faire ici, c'est se disperser pour minimiser l'impact des mortels et les espaces de sécurité pour les avions, et ensuite essayer de forcer les Inari à se battre sur plusieurs fronts à la fois. À cet égard, la mission joue un peu en leur défaveur. Les objectifs situés le long de la ligne centrale ne sont pas très utiles pour les Inari qui tentent de marquer le chemin caché, mais l'impossibilité d'utiliser Forlorn Fury sur la grande unité de la Compagnie de la Mort, ou de déployer l'une des unités Phobos à l'avant semble être un problème plus important. Cela donne aux elfes sournois un peu plus de temps pour façonner le jeu selon leur plan, et dégrader la force adverse avant que les Blood Angels puissent commencer à essayer de les mettre sous pression sur la ligne primaire, ce qui est exactement ce qu'ils veulent. Pouvoir marquer des points en retirant les unités des Blood Angels du centre du plateau est également une bonne chose. Cela ne veut pas dire que c'est une valeur sûre pour les Aeldari. Cependant, parce qu'ils seront toujours à court d'unités qui peuvent rester debout et se battre, un faux mouvement va leur faire perdre beaucoup d'unités précieuses. Les Blood Angels peuvent utiliser la frappe en profondeur pour s'assurer qu'une partie de leurs armées est épargnée par l'assaut initial des mortels. Et assez rapidement, ils peuvent épuiser les Aeldari en les privant de tout écran s'ils le souhaitent. Après quoi, ils peuvent faire du milieu du tableau un endroit extrêmement dangereux. Bien qu'elle n'ait pas l'occasion de s'amuser avec Forlorn Fury, la grande unité de la Compagnie de la Mort est également utile ici. Elle dispose de corps supplémentaires pour absorber les blessures des mortels, tout en restant une menace réelle, et augmente les chances que les Blood Angels parviennent à balancer un boulet de démolition à travers les lignes de la Aeldari. En fin de compte, il est clair que les Inari ont dû jouer très prudemment, et que les Blood Angels ont pu les empêcher de s'enfuir avec le score et refusant des points. Mais à la fin, l'attrition continue qui s'est abattue sur la liste des Marines semble l'avoir emporté, donnant la victoire aux Reborn. Donc les Reborn, ce sont les Inari. Donc résultat, 60 à 44, c'est pas énorme.
sur les 100 points qu'on peut marquer. Donc on a quand même un différentiel de 16 points, donc ça fait 6, 11, 16. Donc on est sur un 13-7, hein, c'est un résultat assez mince hein, pour les Inari. J'ai l'impression qu'en ayant lu un peu ce qu'il nous raconte sur les listes, que l'Inari a forcément eu le T1. Ma question c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était le Blood Angel qui avait eu le T1 ? Je pense que le résultat aurait été bien plus dans la faveur du Blood Angel. J'aime beaucoup la liste du Blood Angel. Je la jouerai pas à 100% de la même manière, mais c'est très très intéressant. Alors donc à la première place, on a Chase Chappell avec ses Inari. Tout est couvert dans l'épreuve de force. Je ne sais pas si je dois être excité par le fait qu'il y ait une vraie liste où je pourrais mettre mon in-card et mon M-Log sur la table. Ou absolument pétrifié par ce que Games Workshop va faire au plan Eldar cette fois-ci, s'ils parviennent à esquiver un autre metagame. Quoi qu'il en soit, un travail fantastique de Chase qui a remporté une victoire majeure avec une construction très unique. En deuxième place, nous retrouvons Joel Wilson avec ses Necrons. Donc on va regarder rapidement sa liste. Alors, on a un Vanguard Detachment. Est-ce qu'on a un Eternal Expansionniste? Non, en Dynasty, on est en Nihilak. Donc ça change. Donc en Ocelot, on a 2 Cryptothrall, on a un Canoptech Plasmacite. En QG, on retrouve un Chronomancer avec non, ça c'est normal. Avec le Veil of Darkness. Ensuite, on a l'Illuminor Zeras. En élite, on a 10 Lich Guard avec bouclier épée. On a 1, 2, 3 unités de 6 Corpec. En attaque rapide, on retrouve 2 unités de 3 Canoptech Scarab Swarm. En soutien, nous retrouvons une unité de 7 Destroyers, dont 1 Destroyer lourd. Et une unité de 3 Destroyers lourds. À chaque fois en Ghost Destructor. Et enfin, en suprême commande, on retrouve le Silent King. Donc là, ça sort de l'ordinaire, hein. On est sur une dynastie Nihilak. Pas du tout éternel expansionniste. Un spin sur les constructions conventionnelles d'objectifs sécurisés Necron utilisant Nihilak pour accéder à l'objectif sécurisé de toute l'armée au lieu des conquérants éternels, et allant sur des unités plus lourdes pour Zeras pour les améliorer au lieu de choses plus petites. La raison de faire cela est principalement l'accès à Reclaim Lost Empire qui permet l'action étire. Cela rend extrêmement facile pour la grande unité de Locust de voltiger autour de la table en oblitérant des choses et en accumulant des points sur les anciennes machineries, tandis que les Scorpec fournissent une menace constante de contrecharge et de retournement d'objectifs. Le grand nombre de destroyers ici, plus la plus grande unité de Lich Guard, signifie également que contre les listes Necron adverses, l'armée peut viser à les écraser si le plan de l'ennemi est de tirailler vers l'avant avec de petites unités d'objectifs sécurisés. Il va perdre la première vague violemment, puis se rendre compte qu'il ne peut pas récupérer le milieu du tableau. Avoir la possibilité de rester en double Eternal Guardian tout au long de la partie est également très intéressant. Cela rend la charge de cette liste encore plus effrayante, car vous avez affaire soit à des Scorpec prêts à défendre, soit des Locusts en 5+ Overwatch, ce qui n'est pas une perspective agréable. Empiler Light Cover à découvert et ignorer la PA-1 quand on est à la maison minimise aussi les dégâts précoces. Honnêtement, il semble qu'il y ait un réel argument pour utiliser cette version si vous voulez utiliser une grande unité de Destroyer. Et la saveur Nihilak est très cool. Beau travail de Joel. En troisième place, nous avons d'autres elfes avec le joueur Kyle Perry et César Lequin. En Light Side As, donc on a un bataillon en QG, on a un Shadowseer, Twilight Pathway, Webway Dance, un Troop Master. On n'a pas le Foot in the Future. Peut-être qu'il y a une patrouille plus tard. En troupe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes classiques. Ils sont en Embrace Kiss, Embrace Kiss, Embrace Kiss, Embrace Kiss. Ils sont tous en Embrace Kiss, il n'y a pas de Neuro ou de Fuseau, ok. En élite, on a un solitaire. En attaque rapide, on a deux unités de Skyweaver, une de 3 en Airwire Cannon et Starbolas, et une de 2 en Shuriken Cannon et Starbolas. En transport dédié, nous retrouvons les 7 Starweaver, ok. En patrouille, nous avons en QG un autre Shadowseer avec Mirror of Mind et Shard of Light. En troupe, on a 1, 2, 3 unités de troupes, toutes en lame d'arlequin, donc toutes nues. Et voilà. La plupart du temps, les choses se passent comme d'habitude ici. Aller vite et tuer des choses. 2 petites unités de Skyweaver sont un ajout pratique qui peut aider à verrouiller la performance mortelle de plusieurs façons, ou dans le cas de la plus petite unité, être sacrifiée par un grand tour de Take Your Place si nécessaire. Arlequin, toujours aussi bon, bravo à Kyle. En quatrième place, nous retrouvons Daniel Radaze avec sa Death Guard. Donc on est en Ferryman, on a un Lord of Contagion avec l'Arc Contaminator, le Fugaris Helm en Seigneur de Guerre. Ensuite on a Malignant Plaguecaster en Miasme of Pestilence et Gift of Plague. Ensuite on a un spam de Plague Marines, donc on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 1, 2, 3, 4 unités de 10 Plague Marines. Alors je suppose qu'ils sont tous équipés de la même manière. On a Plasma Gun, Power Fist sur le champion,
Regarde hein, sur les 4, oui, je valide. On a un Blight Launcher à chaque fois et c'est oui. On retrouve 2 Mailguns à chaque fois, c'est oui. Ensuite, on a 2 Marines en Grid Plague Cleaver à chaque fois. On a 2 Marines en Flay of Corruption. On a 2 Plague Marines en Mass of Contagion. Et c'est déjà pas mal. Et enfin, en dernière unité de troupe, on a une unité de 20 Poxwalker. En élite, on retrouve un Biologus Putrifieur, une unité de 3 des Shroud avec la relique, le Skull of Glotilla, donc le crâne de Clotilde, avec le deuxième Gauntlet, et on a la Virulent Fever. Ensuite, on a une deuxième unité de 3 des Shroud avec la Reaper of Glory Entropy sur le chef, et les 2 Gauntlets. On retrouve le Full Blade Spawn avec la Living Plague et le Revolting Stenchvats, avec bien sûr le Vicious Death en amélioration, et un Taliman, donc sans Tollkeeper, parce qu'il est que là pour les PC. Enfin, en attaque rapide, on retrouve une unité de 3 Chaos Spawn et un Fétide Blood Drone en Flash Mower, donc c'est la tondeuse. Cette liste est géniale, les Marines de la Peste ont un excellent rapport qualité-prix maintenant. Alors il suffit de submerger l'adversaire avec eux et quelques autres éléments plus croustillants comme les unités des Shroud. Ces escouades frappent toutes comme un camion en mêlée, sont difficiles à déplacer et disposent de l'objectif sécurisé, qui peut sérieusement perturber les plans primaires de beaucoup d'armées. Même les armigueurs spammés peuvent se retrouver submergés ici, surtout grâce à l'ajout de fusils à fusion, donc de Mailgun, et toutes les escouades pour un peu plus de punch. C'est aussi une autre liste qui devrait passer au travers des constructions conventionnelles de Necron, de l'Eternal expansionniste, et qui est résistante même contre celles qui frappent plus fort. Car une grande partie de l'attaque Necron est de dégâts 2. Et vu que la Death Guard fait dégâts -1, donc de dégâts 2, on passe à dégâts 1. Et avec des Marines à 2 points de vie, il faut toujours 2 blessures pour en tuer un. L'utilisation des passeurs est également intéressante ici. Elle sacrifie la possibilité de faire des héroïsmes d'urgence avec l'enclume de Mortarion, probablement le choix le plus évident, mais l'armée dispose d'une grande boîte à outils de personnages à buff qu'elle peut utiliser sur elle bourdonnante pour étendre les auras de buff, ce qui peut être précieux pour s'assurer que la bonne unité peut réaliser un tour clé au moment crucial. Alternativement, si la liste établit une emprise sur le milieu du tableau, une extension de l'aura du Full Blade Spawn avec Revolting Stench, VATS, peut éliminer complètement les unités de mêlée adverses. La Death Guard a bien profité des changements secondaires dans Nephilim, et cette armée joue ces bons changements de manière très efficace. Et c'est cool de voir que cela a permis de créer de superbes listes centrées sur les Plague Marines comme celle de Daniel. Pour le reste du top, donc on a 6 autres joueurs à 5 victoires, une défaite. Donc on a Daniel Olivas en 5ème place avec ses Arlequins en Twilight Saidas, donc encore du Twilight, again. On a en 6ème place Matthew Green avec ses Tyrannides en Léviathan, avec des Warriors et des Harpies, Venom 3 beau classique. Léviathan good stuff, j'ai envie de dire. 7ème place Mike McTire avec ses Blood Angel, des Blood Angel un peu plus axés sur le trade que d'habitude, avec 3 petites unités de Compagnie de la Mort, peut-être même en jouant pour leur secondaire, puis 2 gros blocs de la Garde Sanguinienne, plus Cotéas pour un soutien psychique supplémentaire. En 8ème place, on retrouve Dylan Melilio avec ses Blood Angel successeurs, donc voir le showdown. En 9ème place, on a Tyler Epler en Tyrannide, en Léviathan avec du monstre, de l'exocrine, 2 Malceptors au centre de la pièce. Et en 10ème place, on a TG Space avec ses Black Templars. Tous les personnages sympas, 2 grosses unités de croisés primaris et 2 escouades de centurions d'assaut. Dans le metagame assez lourd en Psyker, le coup supplémentaire au premier tour de arborer la sorcière, détruire la sorcière peut être vraiment bon sur ces derniers. Donc Abort the Witch et Destroy the Witch.